Bonjour tout le monde, je suis Asma Amdouni, médecin généraliste marocain. Aujourd'hui, on va continuer ou poursuivre notre sujet très important, la chirurgie émotionnelle. On va essayer de comparer la chirurgie, par exemple, d'un organe à la chirurgie émotionnelle, c'est-à-dire des émotions, de l'état d'humeur, de la personnalité, de la confiance en soi, de l'estime de soi, du système de croyance, des convictions, des incertitudes. D'accord? Alors, premièrement, j'aimerais vous dire qu'il faut faire très attention, ne communiquez jamais avec quelqu'un qui porte mon nom sur Internet, parce que je ne communique pas avec les gens. Il y a des faux comptes qui utilisent mes vidéos et mes lives pour vous suggérer ou pour vous persuader qu'il s'agit de moi. Donc, ne discutez jamais avec un médecin via Internet, parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un d'autre qui n'est pas médecin, et là, vous allez vous retrouver coincé dans une situation vraiment très critique et très dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux de partager vos secrets avec les étrangers. Ils peuvent être des psychopathes, comme ils peuvent être des criminels ou des pervers narcissiques, et ils peuvent utiliser vos secrets contre vous. D'accord? C'est-à-dire que si vous voulez discuter avec un professionnel de santé psychomental, vous devez partir à un hôpital ou à une clinique. Est-ce que c'est bien clair? Alors la chirurgie émotionnelle, on va parler de la chirurgie en général. Quand on veut opérer quelqu'un, il faut faire très attention, il ne faut pas le contaminer. C'est-à-dire, pourquoi on met une bavette? Et il faut savoir que la bavette, il y a plusieurs types de bavettes ou de masques. Okay. Et il y a des bavettes qui laissent passer dans un seul sens, c'est-à-dire les gerbes si vous voulez, et ne laissent pas passer de l'autre sens. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas un va-et-vient. Alors, pourquoi c'est important pour un chirurgien de porter une bavette ou un masque chirurgical? Pour ne pas contaminer le patient qui va être opéré, qui va être ouvert. Parce qu'on va ouvrir, on va faire une incision, on va accéder à son corps. On va éliminer la barrière cutanée qui est un organe, comme je vous ai déjà dit, l'organe le plus volumineux, et c'est un organe immunitaire de défense. Ok? Toi, tu vas ouvrir cette barrière, tu vas éliminer la défense cutanée. Et si tu mets pas la bavette, si tu mets pas ton masque chirurgical, qu'est-ce qui va se passer? Pour vous simplifier les choses, toutes les bactéries qui se trouvent dans votre nez, dans vos narines, dans votre bouche, dans votre moustache, je sais pas, toutes ces bactéries vont sortir. C'est-à-dire que si tu parles, il y a ce qu'on appelle des gouttelettes de phalange, c'est-à-dire de petites gouttelettes que vous pouvez pas voir, qui peuvent sortir de votre bouche quand tu parles. D'accord? Voilà pourquoi durant l'endémie ou la pandémie du corona, on vous a bien expliqué que, comme quoi, quand tu parles, il y a une petite quantité de salive qui sort de ta bouche et que tu la vois pas. Ok? Alors c'est la même chose. Quand on veut opérer quelqu'un, il ne faut pas le contaminer. Bonjour docteur Asma. Bonjour Sidi Mohamed. D'accord? Est-ce que c'est bien clair? Alors là, je vais vous citer quelques exemples de protection du patient qui va être opéré, qui va se faire opérer, pour ne pas être contaminé par nos bactéries. Ok. Alors, que fait le chirurgien? En général, il prend sa douche. Même s'il est propre, il prend sa douche dans la clinique pour éliminer toutes les bactéries. D'accord? Avant de passer au lavage chirurgical des mains et des avant-bras. Il prend sa douche pour se nettoyer. D'accord? Donc on nettoie. Il y a une différence entre nettoyer et stériliser. Bonjour ma belle. Bonjour Lalla Noria, c'est très gentil de votre part. Alors, après, il va porter quelque chose de très propre. Donc son pyjama de bloc, c'est la tenue principale ou professionnelle du bloc opératoire. Et cette tenue doit être propre. Pourquoi? Pour ne pas contaminer. Donc on minimise au maximum possible le risque de contamination et la quantité de germes.
Par la suite, quand tu veux, par exemple, accéder au bloc opératoire, moi je me rappelle très bien, quand j'étais en chirurgie cardiovasculaire, on mettait des calots, des casaques, beaucoup de choses. C'est-à-dire que si tu portes des sabots professionnels, des sabots en général sont anti-choc pour nous protéger et tout, donc qu'est-ce qu'on fait? On va habiller le sabot par quoi? Par une petite protection, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait également? Le chirurgien doit absolument mettre un petit truc de protection sur sa tête. Pourquoi? Pour éliminer le passage des poils, des cheveux, parce que vous savez très bien qu'on perd une quantité, un certain nombre de cheveux par jour, ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment, comme si tu vas mettre un foulard pour préparer de la pâte. Ok, quand on veut préparer de la pâte ou préparer du pain, qu'est-ce qu'on fait en général? Il faut absolument, ou quand on veut préparer du repas, ou dans les cuisines, dans les grands hôtels, qu'est-ce qu'on met? Il faut absolument cacher tous les cheveux. Ok, c'est important. D'accord? Donc pourquoi tout ça? Pour ne pas contaminer. Est-ce que vous avez commencé à comprendre ce que je veux dire? Alors, quoi encore? Quand tu veux opérer quelqu'un, un patient, tu dois faire très attention. Si tu es malade, tu ne dois pas travailler. Il y a des maladies où le médecin ne doit pas travailler. Quand il souffre de certaines maladies, il ne doit pas travailler. La même chose pour le cuisinier. Un cuisinier qui a un problème d'onychomycose, un problème d'infection au niveau des doigts, des ongles, normalement, il ne doit pas préparer de repas. Parce que sinon, il va contaminer toute la clientèle et on aura une intoxication. D'accord? Donc, est-ce que c'est bien compris? Est-ce que vous avez compris combien c'est important, c'est hyper important de ne pas contaminer le patient que tu veux traiter? Tu veux soigner quelqu'un, ok, mais tu ne dois pas le contaminer. Parce que je pense que ça ne sert à rien de contaminer quelqu'un par une infection pour le traiter. Et c'est injuste encore. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire que si toi, tu as une maladie, tu as une infection, tu dois la traiter avant de vouloir traiter l'autre. Si vous avez compris, mettez oui, comme ça je poursuis. Sinon, mettez j'aime, comme ça je poursuis. On parle de la contamination dans le domaine de la chirurgie physique. Ok? Oui, bravo Lella. Bravo. Alors, jusque-là, on est ok. C'est-à-dire que tu peux toi-même être malade, le soignant peut être malade, et il va contaminer la personne ou la personne qui, normalement, devrait se faire opérer. Très bien. Alors, en psychiatrie, en psychologie, en thérapie psychocomportementale, quand quelqu'un a un problème psychique mental, un problème comportemental, un problème relationnel, un problème, bon, je sais pas, n'importe quel type de problème de ce type, quand il décide de recourir ou de solliciter quelqu'un, un thérapeute, il faut faire très attention parce que des fois, on est contaminé par le thérapeute, qui n'est pas professionnel. Alors là, je dis les choses directement, je parle des coachs. Et je parle des gens qui partent chez leur psychologue sans avis médical. Le psychologue, il est merveilleux, il est magnifique, il est très très bénéfique pour vous, hein, mais il faut toujours commencer par le médecin. Si vous partez chez un psychologue professionnel clinicien, je répète encore une fois, professionnel, vous êtes entre de bonnes mains. Si vous tombez sur un thérapeute qui vous dit qu'il est psychologue et qu'il veut travailler comme Maradona, c'est-à-dire il veut prendre le ballon et partir tout seul pour marquer le but, ça c'est pas du professionnalisme, ça c'est du n'importe quoi. D'accord? Toute personne dans le domaine professionnel, dans le domaine de la santé, toute personne qui veut travailler toute seule est une personne qui est anormale. Parce que nous, on a appris à travailler en équipe. Si on ne travaille pas en équipe, il n'y aura jamais de résultat. D'accord? Et si on ne travaille pas en équipe, c'est-à-dire qu'on a un problème, qu'on ne connaît pas ni le jeu collectif, ni le travail collectif. Et ça, c'est une faiblesse. Il faut admettre. Toute personne qui veut travailler toute seule est une personne qui est faible, est une personne qui a un problème de confiance en soi. Donc, si tu as affaire à quelqu'un qui veut te traiter sans recourir à une équipe de traitement,
une équipe thérapeutique, vous devez garder dans votre tête que cette personne a un problème. Peut-être qu'elle est très, très, très sympa, peut-être qu'elle est très, très compétente, mais elle a un problème. Donc, si toi, tu ne peux pas travailler en équipe, comment est-ce que tu peux m'aider à vivre avec les autres? C'est pas possible, hein, c'est pas logique. Est-ce que vous avez bien touché ce que je veux dire? Ok. Toi, tu sais pas comment, tu es coincé, tu es déprimé, tu sais pas comment vivre avec les autres. Et quand tu sollicites quelqu'un qui ne sait pas travailler avec les autres, ben lui aussi, il souffre du même problème que toi. Ben, tu dois te dire que si lui, il a ce problème, comment est-ce qu'il pourra m'aider à vivre avec les autres, à me marier, à avoir de bonnes relations avec les gens, à avoir de bonnes relations avec ma famille? Parce que lui-même, il n'a pas pu résoudre son problème. D'accord, on va fermer cette parenthèse. Et là, on va parler des maladies que moi j'ai trouvées chez les gens. Les maladies que les patients l'ont chopées ou les infections que les patients l'ont chopées de leur thérapeute. Parce qu'actuellement, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde se croit thérapeute, tout le monde se croit capable de traiter les maladies psychologiques des gens, alors que normalement, il n'y a pas de maladie psychologique comme ça. Hein. Vous n'êtes pas des fous, vous n'êtes pas nés malades, non. Il y a un problème relationnel, il y a un problème d'éducation. Donc voilà, il y a une éducation, il y a des formations, il y a un apprentissage, il y a une culture. Voilà comment on peut gérer les choses. D'accord? Très bien. Quelles sont les principales maladies contaminantes, si vous voulez, qui peuvent toucher le patient depuis son thérapeute? Alors, premièrement, la confiance en soi. Quand tu es suivi par un coach qui n'est pas très confiant, toi aussi, tu ne vas pas avoir de la confiance en soi. Hein? Point à la ligne. Deuxièmement, quand tu es suivi par un coach qui n'est pas encore parfaitement réconcilié, ne s'est pas encore parfaitement réconcilié avec son enfant intérieur, tu vas jamais guérir. Hein? Tu vas jamais guérir parce que vous êtes suivi par un malade. Ok? Troisièmement, si tu es traité par un thérapeute raciste, tu es vraiment en danger. Merci, docteur Asma. Je vous en prie, Sidi Abdou. Salam, docteur Asma. Salam, Sidi Rachid. Alors, le racisme. Ok? Il y a le racisme, il y a la discrimination. Est-ce que tu n'admets pas la différence ou bien est-ce que tu as des réactions qui sont plus ou moins agressives? C'est-à-dire, tu es passé à l'action. Ou bien les choses ne se déroulent que dans ton esprit. Un thérapeute raciste est un thérapeute qui doit vraiment voir un psychiatre. Où est-ce que vous exercez? Actuellement, on est au Sahara, au sud du Maroc, à Boujtou. Bonjour, Lala Fatemzar. Est-ce que la psychothérapie fait partie de la médecine classique? Alors, il y a longtemps, on appelait le médecin le sage, le hakim. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est trop sage, ok? Qui est capable de résoudre beaucoup de problèmes de santé. Pour moi, la psychothérapie, si on avait une bonne éducation, on n'allait pas avoir besoin de la psychothérapie, d'accord? Il y a le traitement, il y a la prévention. Alors la prévention des psychoses, des maladies psychiques et tout, c'est l'éducation. Nous avons un sérieux problème d'éducation parce qu'on n'est pas sage dans l'éducation. Parce que dans l'éducation, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'avoir un diplôme, je pense qu'on doit avoir une personnalité. Et avoir une personnalité, ça ne veut pas dire revendiquer. Malheureusement, on voit beaucoup de gens qui ne cessent pas de demander leurs droits alors qu'ils sont à côté de la plaque. Tu es là pour revendiquer, pour faire des grèves, pour je sais pas moi, alors que toi, tu sais même pas c'est quoi le bien-être. Le bien-être, c'est-à-dire que tu es en pleine guerre, en pleine catastrophe naturelle, tu es en plein séisme, et puis tu peux déguster la bonté, le plaisir dans les tout petits détails de ta vie. D'accord? Très bien. Alors, moi j'ai déjà vu des coachs qui ont des problèmes, qui ont déjà même déclaré ça en direct sur Internet ou dans certaines cérémonies ou dans certaines conférences. Quand tu vois un coach qui pleure,
Ça déstabilise la confiance en soi de tous les malades, tous les gens, ses clients, parce que eux, ils appellent les gens clients. Nous, on n'a pas le droit de vous appeler client. On vous appelle, on vous nomme patient, ok? C'est interdit en médecine de dire à un patient, mon client, ok? Alors, quand tu vois un coach déprimé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce coach est incapable de traiter les gens. Point à la ligne. Toute personne déprimée est une personne qui ne doit pas traiter les gens qui ont des problèmes psychico-mentaux. C'est interdit. Hein. Alors, quand on voit des signes de dépression chez un thérapeute, c'est très 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 inquiétant. Car les problèmes de la confiance en soi, du racisme, on va insister un peu sur le racisme. Moi, j'ai découvert un truc durant mes lives. Quand je mettais l'étoile David, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont racistes. Alors moi, je respecte pas les gens qui sont racistes. Je les aime pas, ok. Et ils me font peur. Parce que si tu es raciste contre les juifs, contre les catholiques ou contre les non-musulmans, contre les noirs ou contre je sais pas moi, c'est-à-dire que tu es nocif. Point à la ligne. Nous, les médecins, on comprend même pas que veut dire le racisme. Ok. Donc quand tu vois un coach, quand tu vois un thérapeute, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est faire très attention à ses convictions. Ok. محمد امين هضري بالعربيه عندك غير الاجر بزاف د المشاكل وقعوا لي من لايفات للعربيه انا كنعتذر منك سيدي انت عندك الحق ولكن انا المشاكل حتى شي واحد ما حلهم ليا جو سوي ديزولي انا اسفه سيدي les coachs pour moi c'est comme des charlatans ils vendent les paroles en poésie oui malheureusement oui les coachs professionnels sont les meilleurs hein. Les coachs qui te permettent de vivre tranquillement, de s'épanouir sur le plan professionnel, ce sont vraiment des anges. Mais sinon, les coachs qui veulent traiter la dépression en demandant aux patients d'arrêter le traitement ou qui veulent empiéter sur le traitement des psychiatres pour traiter des schizophrènes, quand vous donnez... Voilà, c'est ça le vendeur de rêve. Les coachs, quand vous demandez à un schizophrène d'arrêter le traitement pharmacologique, savez-vous que c'est un crime hein? Si le patient était bien cultivé, bien instruit sur le plan juridique et tout, il peut très bien, il peut très bien vous poursuivre. Hein? Pourquoi? Parce que vous l'avez mis en danger. On n'a pas le droit de mettre la vie des gens en danger. Demander à un schizophrène d'arrêter le traitement pharmacologique, c'est-à-dire l'exposer à un risque de suicide, de meurtre, de je sais pas moi, de violence. Il peut être incarcéré, arrêté par la police. C'est-à-dire que vous êtes là pour créer des désastres. Tu demandes à quelqu'un d'arrêter le traitement pharmacologique, c'est-à-dire que tu es un criminel. Ok? Ça c'est clair, hein? J'hésite pas pour le dire. Continuer à parler en français, on s'exprime mieux. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Bonjour tout le monde, bonjour Pivot. Alors, on va rester bien concentré. Un coach est un ami à qui on raconte ses problèmes, sauf qu'on le paye à la séance. Écoutez, pour raconter les problèmes, ça c'est une culture. Hein. Je vais ouvrir la parenthèse de la culture. Il y a une culture de misérables. Ça c'est une culture qui nous a tous touchés, ok? Parce qu'à l'école, on nous fait apprendre cette culture de misère, ok? Se blâmer, pleurnicher, demander de l'aide, être insatisfait en permanence, faire la victime. Ça, c'est une culture de la misère, des misérables. On ne doit jamais garder cette culture de raconter nos problèmes. Tu as un problème, tu sollicites la personne qui va pouvoir t'aider. Par exemple, moi, j'ai eu un petit souci, j'ai appelé un grand monsieur, il va me régler le truc. Sans aucune prise de tête, parce que c'est comme ça que ça se passe. Je ne vais pas appeler ma mère, je ne vais pas appeler mes frères, je ne vais pas appeler mes oncles, je ne vais pas appeler, je ne sais pas moi, je vais appeler la personne qui va résoudre le problème.
on résout le problème. On n'est pas en train de... Quand tu racontes tes problèmes comme ça, juste pour les raconter, c'est-à-dire que tu as besoin d'amour, tu as besoin d'attention. Si j'ai besoin d'amour, je dois être très franche avec moi et je vais chercher l'amour, à ma façon. Voilà. Donc, mais pourquoi moi je suis arrivée à ce stade? Parce que moi j'analyse tout avec les professionnels de la santé psychique et mentale. J'ai besoin d'amour. Je déclare que j'ai besoin d'amour. Je déclare à ma famille, à mes amis. D'accord? Quand je nourris cette faim, cette soif, qu'est-ce que j'obtiens? Les choses deviennent très claires dans ma tête. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir une expression indirecte de mon besoin affectif. C'est clair dans ma tête. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'admets que je suis un être humain et j'ai un besoin affectif. C'est clair dans ma tête. Il y a des femmes, moi je respecte, il y a des femmes qui se croient fortes et qui se disent que je suis forte, j'ai pas besoin d'amour. Non, non madame, ça c'est pas normal. Je respecte votre avis, vous avez vos raisons. Mais moi, dans ma tête, je suis claire avec moi-même et je suis sûre que je suis une femme et j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de beaucoup de choses. Quand j'exprime un besoin, ce besoin va être fourré, bourré, ok? Et je ne vais plus souffrir de ça. Et les choses sont claires dans ma tête. Et mon inconscient est plus ou moins soulagé. C'est-à-dire que quand j'ai un problème, je ne le raconte pas à ma famille. Je ne casse pas la tête de ma mère, de mes soeurs, de mes frères, de je ne sais pas moi. Je ne casse pas leur tête. Pourquoi? Parce que j'ai séparé mon besoin affectif de mon besoin de résoudre le problème. Donc quand je veux avoir de l'amour, je les appelle, je dis clairement j'ai besoin d'amour. J'exprime mon amour envers eux ou envers ma copine, envers mes amis. Ok? Je leur dis que je vous aime. Et donc comme ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un effet miroir. Eux aussi, ils vont me dire oui, Asma, toi aussi, tu nous es très chère, on t'aime et tout, tu es très importante. D'accord? Je m'investis dans l'amour, dans l'affection. Ça, c'est ma philosophie. Alors, là, je suis bien nourrie. J'ai plus faim. Du coup, ma tête est stabilisée, mon cœur est stabilisé, mon humeur est stabilisée. Et qu'est-ce que je fais quand quand je rencontre un problème, quand j'affronte un problème, qu'est-ce que je fais? Je cherche à le résoudre. Donc là, j'ai remarqué que je n'ai plus cette grande envie de raconter mes problèmes. Vous voyez? Mais avant, c'était pas ça. Je vous avoue que j'étais pas comme ça. Quand tu racontes, quand tu ne cesses pas de raconter, c'est-à-dire que tu as besoin d'autre chose. Alors, essaie de savoir les choses dont tu as besoin. C'est simple, ok? Voilà, tout ça pour répondre à un commentaire qui est très, très, très pertinent. C'était une remarque très pertinente, c'était les coachs, c'est pour raconter le problème. À la fin, on paye la séance. Mais il y a une influence. Pardon. Cette influence, c'est la contamination dont je vous ai parlé. Je m'explique. Quand tu racontes à un médecin psychiatre, un médecin généraliste, restons au stade généraliste parce que je suis généraliste. Quand tu me racontes par exemple ton problème, tu me dis, docteur, j'ai ma femme qui est manipulatrice, j'ai ma femme qui est profiteuse, j'ai mon père qui est avare, j'ai mon père qui prend tout mon argent. Je ne peux pas dire non à mon père. Mon père m'a fait ceci, m'a fait cela, mon père a couché avec ma femme, mon père a menacé mon fils, qui les a surpris, mon père a tout fait. Ok, nous, dans ma tête, on est bien clair que votre père a fait quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas bon, ok? Donc c'est clair. Mais dans ma tête, moi, en tant que médecin généraliste, je ne pourrais jamais, vous dire, votre père est un salaud. Votre père est un pervers narcissique. Votre père est un malade mental. Votre père est injuste. Je ne peux pas prononcer ce mot-là. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le savoir, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, et puis il y a la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est d'avoir cette capacité de voir de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Pour arriver à ce stade, il faut être modeste avec les grands seigneurs en médecine. C'est-à-dire, si je te dis, ton père est injuste avec toi. Et moi, je n'ai pas encore dosé. Voilà pourquoi je vous ai dit dans notre live, la chirurgie, c'est l'exposition. Et
Et la prise en charge des patients, c'est vraiment de la chirurgie émotionnelle, même au stade de généraliste, de médecin généraliste. Moi, je ne suis pas encore tout exposé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans le cœur. Je sais pas, je connais pas la pression, parce que plus la pression est augmentée, plus l'explosion est dangereuse. Donc, est-ce que j'ai le droit de vous dire votre père est injuste avec vous? Vous devez quitter la maison? Non. Est-ce que j'ai le droit de donner de mettre un jugement? Non, c'est interdit de. Le jugement est divin. Si tu es un Dieu, tu peux juger les gens. Puisqu'on n'est pas des dieux, on n'a pas le droit de juger. C'est-à-dire que toute personne qui juge, je ne parle pas des juges et des procureurs, tous mes respects. Tous les gens qui jugent les gens sont des gens qui n'ont pas raison, ok? Pour ne pas dire qu'ils sont malades. Mais ce sont des gens qui n'ont pas raison, qui ne sont pas assez matures, qui ne sont pas sages, ok? Pour rester gentille et douce, toute personne qui juge l'autre est une personne qui n'est pas sage, ok? Un médecin ne juge pas, parce que si je juge ton papa, tu peux le tuer. Et là, on va passer de l'écoute du patient à l'influence du patient. On ne doit pas influencer nos patients, on doit les respecter. D'accord? Ça de un. Mais malheureusement, ce qu'on voit chez les patients, et ce qu'on voit en direct et sur les vidéos et sur Internet, c'est des coachs qui osent juger. Parce que quand la dame vous dit, mon époux me fait ceci, me fait cela, elle m'insulte, elle me ridiculise, elle me rabaisse. Ah, elle te rabaisse, ça y est, c'est un pervers narcissique. Mon Dieu, mon Dieu, mais c'est fou tout ça, hein, c'est fou. C'est fou de voir quelqu'un dire dans un live à quelqu'un, à une dame, votre époux est pervers narcissique. C'est fou. C'est horrible, c'est affreux, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que vous allez créer des crimes dans la société, vous allez créer des divorces, vous allez détruire des familles. Il faut être sage, il ne faut pas mettre des jugements parce que les jugements, c'est divin. Voilà la première erreur. Alors, pourquoi les coachs osent dire ça sur les réseaux sociaux? Eh bien, parce que, c'est quoi ça, tout ça? C'est la contamination. C'est-à-dire que le coach t'a contaminé. Par quoi? Par son vécu. Il a un vécu qui est un peu pénible. Elle a des souvenirs qui sont pénibles. Et ils ne se sont pas encore réconciliés avec leur enfant intérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils calquent, ils projettent tout ce qu'ils ont dans le cœur sur vous. Quoi encore? Je vais vous donner un autre exemple pour comprendre c'est quoi contaminer durant la chirurgie émotionnelle. Quand un coach, par exemple, une coach a mal vécu une désaventure de divorce, une désaventure de mariage et de divorce, ok? Et elle n'aime plus les hommes. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit aux femmes, tu n'as pas besoin d'hommes. Ça, c'est un mensonge. Oh, bonjour Madame Nano. Pardon, je vais lire vos commentaires. Je pense qu'il y a des commentaires à lire. Comment les sociétés ou communautés peuvent lutter contre certaines personnes qui font le coach? Moi, je suis pas pour la lutte contre quelque chose. Non, moi, ça me fait ni froid ni chaud. Mais je pense que ce qui est très merveilleux, c'est de recruter ces coachs dans les écoles et puis de leur dire, s'il vous plaît, cher coach, vous êtes là pour éduquer, point. Gardez vos problèmes, gardez vos complexes, gardez vos limites, gardez vos souvenirs, gardez vos avis, restez neutre avec les enfants, ne soyez pas raciste. Un coach raciste, normalement, doit voir un médecin. Tu peux pas être thérapeute et raciste, tu peux pas. C'est un problème de culture en général. C'était oui, pour solutionner un problème, commencez d'abord par maîtriser ses émotions. Bravo, Albert Einstein. Certaines cultures imposent leurs lois sur la personne en faisant croire que la médecine c'est rien. Oui, malheureusement il y a ce problème-là. Salam alaykoum salam. Quel type de l'antibiotique adéquat pour ma fille âgée de 7 ans? Elle est malade des angiles. Alors le prince, je suis vraiment désolée. Vous avez beaucoup de fautes d'orthographe, de français, ok. Cela veut dire que vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire. C'est pas une insulte, hein. C'est normal parce que vous ne devez pas connaître toutes les langues.
Mais ça, c'est grave ce que vous êtes en train de demander. On n'est pas là pour vous donner le nom des antibiotiques pour vos enfants de 7 ans parce que c'est un crime. Si vous avez un enfant de 7 ans, vous ne devez pas vous connecter sur TikTok. Hein? Vous devez quitter mon live, laisser de côté votre téléphone, se déconnecter de TikTok et avoir un peu de sens de responsabilité et prendre votre fille, l'emmener à la clinique ou à l'hôpital pour qu'elle soit examinée. Elle a 7 ans, elle a des angines, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, angine ou quelque chose d'autre. Alors, je pense que vous devez quand même avoir un petit bout de sens de responsabilité. Hein. C'est désolant de voir des parents comme vous, je suis désolée. Bonjour, Skitiwi. Bonjour, Madame Asma. Merci. Oh, bonjour, Lalla Hajar, ça va, vous allez bien? Ensuite, attention à l'excellent. Bonjour. Marhaba, Lalla Hajar, marhaba. Pardon, je n'ai pas fait attention, j'étais très bien concentrée sur la contamination. Alors, restant dans la contamination, on a dit qu'il y a des coachs qui ont des convictions, qui ont des problèmes de santé, ok, qui ont vécu des moments très difficiles. Ça arrive à tout le monde, hein. Mais vous n'avez pas le droit de contaminer les patients. C'est-à-dire, si tu as vécu avec une personne perverse narcissique, automatiquement tu auras des traces. Ça, c'est clair. Automatiquement, tu as fait une révolution dans le développement personnel, ok? Et ça, c'est merveilleux. Vous avez eu envie d'aider les gens. Ça, encore, c'est merveilleux. Premièrement, je dois savoir est-ce que vous n'avez pas, je dois m'assurer de l'absence d'un syndrome du sauveur. Il y a des coachs qui ont ce syndrome et qui me l'ont avoué, ok? Et qui l'ont dévoilé en direct, indirectement. D'accord? Le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que toi, tu as besoin de quelque chose. Voilà pourquoi tu essaies d'aider tout le monde. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est toi qui es dans le besoin, ok? Alors, deuxième truc ou deuxième point contaminant, c'est quoi? On a dit le racisme. Vous êtes raciste, ne me parlez pas de votre racisme. Peu m'importe ce que vous pensez. Ne me cassez pas la tête avec vos problèmes. Vous n'aimez pas les blancs, vous n'aimez pas les noirs, vous n'aimez pas les musulmans, vous n'aimez pas les juifs, vous n'aimez pas les catholiques. Ça, c'est votre problème. Vous avez un handicap. Ça, c'est un handicap. Toute personne. Le racisme est un handicap. Point à la ligne. Ça, c'est mon point de vue. Je ne veux pas le changer. Je ne veux pas le changer. Tu es raciste, tu es handicapé. Avec tous mes respects aux vrais handicaps. Pourquoi handicap? Ce n'est pas une insulte, mais parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de développer, d'évoluer, de marcher, de respirer, de déguster le plaisir de remplir ses poumons avec de l'air frais. Ok? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci, Lalla Hajar. On devrait les interdire de faire de la psychothérapie. Eh bien oui. On ne sait pas est-ce que vous êtes raciste ou pas. Nous, on a un jugement, on a un serment d'Hippocrate. Et on a passé plusieurs années, on a bien compris, moi j'ai bien compris, les choses sont bien claires dans ma tête, que le racisme c'est du n'importe quoi. On est tous des êtres humains, point à la ligne. Tu sois musulman ou pas musulman, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse même pas de le savoir, ok? Et ça depuis mon jeune âge parce que ma famille était comme ça. Très bien. Alors, on a parlé de la contamination par rapport au racisme, par rapport au syndrome du sauveur, le jugement, quand on juge le partenaire de la patiente comme étant pervers narcissique alors qu'on ne l'a pas interrogé. Quand tu dis à quelqu'un, à un patient, surtout les femmes, hein, les femmes sont les plus vulnérables et les plus sujettes à être victimes de manipulation de la part de ces gens-là. Quand une coach te dit ton partenaire ou ton époux est pervers narcissique, manipulateur pervers narcissique. C'est une catastrophe parce que quand tu me dis, par exemple, elle va me dire Asma, Madame Asma, votre époux est pervers narcissique. Moi, je vais avoir peur. Automatiquement, je vais avoir peur. Et très bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander des remèdes, des solutions, des propositions. Je vais dire, mais madame, s'il vous plaît, madame la coach, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire si mon mari est pervers narcissique? Elle va me dire, il n'y a pas de traitement pour les pervers narcissiques, vous devez demander le divorce. Ça, c'est de la folie.
Oui, en plus, les femmes sont vulnérables. Oui, bravo. Alors, moi, je vais avoir peur de mon mari. Même si je ne veux pas exécuter, je ne veux pas réaliser tout ce qu'elle m'a demandé, mais dans mon cœur, je vais avoir peur. Je ne peux pas faire l'amour avec lui tranquillement. Je ne peux pas l'embrasser tranquillement. Je ne peux pas lui préparer le petit déjeuner comme je le faisais, avec plaisir. Donc, les déclarations, les jugements, vraiment, ça perturbe le bien-être. Moi, je préfère que ma patiente reste zen. On va faire une petite comparaison, si vous voulez. Si j'étais psychiatre, ok, je ne le suis pas et je ne veux pas être psychiatre. C'est la dernière chose à laquelle je pourrais penser, avec tous mes respects aux psychiatres. Hein. Si j'étais psychiatre, ou en restant médecin généraliste, ok. Quand la patiente me rapporte toute la maltraitance dont elle a été victime de la part de son mari, la première chose à laquelle je dois penser, c'est, déjà le nom, ça sonne fort. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Quand je reçois une patiente qui ne cesse pas de faire la victime, elle peut être victime comme elle peut être en train de faire la victime. La première des choses, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de sentiment face aux malades. Quand j'ai pas de sentiment face à la malade, je ne parle pas de tous les sentiments. On n'est pas de robots quand même. Mais soit je vais utiliser mon cerveau, soit je vais utiliser mes émotions. Si j'utilise mes émotions, si j'utilise mes émotions, c'est-à-dire que je ne dois pas faire la médecine. C'est-à-dire que je dois me faire soigner. Essayez même d'écrire ce que je suis en train de dire. Ou vous pouvez le regarder encore une fois sur ma chaîne Dr Asma Amdouni. Si j'utilise, si je compte, si je déploie mes sentiments face à une patiente qui est en train de raconter ses problèmes, je peux faire une crise, une dépression, une crise dépressive tous les mois ou chaque jour. Je ne dois pas vivre avec la patiente sa maladie. Je ne dois pas vivre avec ma patiente ce qu'elle a. Mais sinon, je peux m'éclater, je peux me suicider. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de regarder un film. Elle est en train de parler. Elle a un problème. Moi, je suis là pour résoudre le problème. Pour résoudre le problème, je dois le comprendre. Pour le comprendre, je dois connaître toutes les péripéties, tous les épisodes et tout ce que vous voulez. D'accord? Tous les détails. Moi, j'en sais rien. Hein. J'en sais rien. Pour la première séance, est-ce que je peux connaître? Est-ce que je peux raconter toute l'histoire de ma vie à quelqu'un pendant 24 heures? C'est insuffisant. Ok? Si tu veux me connaître, tu peux. À 24 heures, c'est vraiment insuffisante. Sont vraiment insuffisantes. D'accord? Donc imaginez un coach durant un live, ok, en direct, pendant moins d'une minute, elle met le jugement de pervers narcissique. D'accord? Est-ce que c'est grave? Bien sûr que c'est grave. Tu me connais pas, tu juges mon mari comme étant pervers narcissique. Tu sais même pas est-ce que je suis schizophrène. Peut-être que je suis schizophrène, que j'ai un délire de persécution. Je suis en train de raconter des choses qui n'ont pas existé. Alors, comment peux-tu savoir, madame la coach, monsieur le coach, mesdames et messieurs les coachs, comment pouvez-vous savoir si votre patient ou votre client est schizophrène? The best language that I really... Thank you so much, Nano, but I will answer to Monadi. Monadi, you're right. I think that English is the best language ever. Okay, but I think that reading books is better than following people in social media, okay? So instead of criticizing me, I think that would be better for you to read books, okay? You're welcome. Alors, reprenons notre sujet. On parlait des gens qui se précipitent pour mettre un diagnostic. Pourquoi vous faites vite? Pourquoi vous voulez faire un travail rapidement? Parce que vous n'avez pas de confiance en soi. Les coachs qui mettent des diagnostics rapidement sont des gens qui n'ont pas de la confiance en soi. Et la preuve, c'est que durant les lives, parce que moi je suivais pratiquement tous les coachs sur Internet, et les gens qui se font passer pour des coachs, et les gens qui se font passer pour des psychologues, et les gens qui invitaient les psychologues et invitaient les thérapeutes pour montrer aux gens qui sont des psychologues. Et moi j'ai déjà vu
une dame, une vieille dame, qui avait l'habitude de faire des lives et qui demandait aux jeunes hommes, ok, de la contacter en privé. Et ça, c'est vraiment très, très morbide, très nocif pour la santé. Vous n'avez pas le droit de communiquer en privé avec quelqu'un qui est malade, qui est alcoolique, qui est tabagique. Si vous avez une association, ok, donnez le numéro de l'association, l'adresse de l'association. Shukran lillah Khadija, merci beaucoup. D'accord? Si vous avez une association, alors là, c'est merveilleux. Vous êtes bien. Mes salutations à toutes les associations. Là, c'est merveilleux, c'est-à-dire des associations qui ont un compte professionnel, qui porte le logo, tout ce que vous voulez, et l'adresse. Et même dans ce cas, on n'a pas le droit de communiquer avec une association par Internet parce qu'on risque d'être victime d'usurpation. Est-ce que c'est bien clair? Donc, tu coach, tu n'as pas le droit de parler en privé dans les réseaux sociaux. Les gens ont besoin de psychologues, ont besoin de psychiatres, ils ont des souffrances psychologiques. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont idiots. Non, ils ne sont pas idiots, ils sont vulnérables. Et là, il y a une grande différence entre être stupide et être vulnérable, être prédisposé. Ces gens-là nécessitent 10, voire 50 personnes comme moi qui sortent dans les réseaux sociaux pour leur dire attention, n'ouvrez pas votre cœur. Arrêtez d'ouvrir votre cœur sur Internet. Ok? Alors, quand un coach met un diagnostic, elle te dit, votre mari est manipulateur pervers narcissique. La seule solution, c'est de s'éloigner du pervers narcissique parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de traitement. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander le divorce. Aïe, 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 aïe. Revenons maintenant à la comparaison. Par exemple, si c'était moi qui a vu ce patient pour la première fois. Quand la patiente va commencer à me raconter toute la maltraitance de son mari à son égard, la première des choses à laquelle je vais penser, est-ce que ma patiente est normale? Est-ce que ce qu'elle rapporte est vrai ou pas vrai? Et si ce n'est pas vrai, est-ce qu'elle adhère à ce qu'elle dit ou est-ce qu'elle est en train de mentir? C'est-à-dire, est-ce qu'elle croit à ce qu'elle dit? Elle le vit? Elle a des hallucinations, des délires, ce qu'on appelle des signes psychotiques. Est-ce qu'elle a une psychose? Est-ce que c'est vrai ou pas? Comment puis-je savoir si c'est vrai ou pas? Je dois travailler comme un juge. Alors le juge, qu'est-ce qu'il fait en général? Le juge ne peut pas vous dire vous êtes un criminel, vous êtes une victime. Non, les juges, les procureurs n'ont pas passé plusieurs années d'études et de recherche pour enfin juger directement, à chaud, sur le champ, sans preuve, sans analyse. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi? Le juge, c'est quelqu'un de sage. Le médecin également, quand quelqu'un lui présente des plaintes, il faut être sage. Il faut garder son sang-froid. Le sang-froid, voilà ce qui n'existe pas chez beaucoup de thérapeutes qui font du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que toute personne qui met un jugement est une personne qui ne se contrôle pas. Et toute personne qui ne se contrôle pas ne doit pas traiter. Point à la ligne. On n'a pas besoin de tes sentiments. Vous êtes un thérapeute, on n'a pas besoin de vos sentiments. Gardez vos sentiments pour vous. Vous êtes en colère, gardez votre colère dans votre cœur. Allez vous faire soigner. Vous êtes un thérapeute, vous donnez votre avis. Non. Vous maîtrisez même pas vos sentiments et vous voulez me traiter. Mais c'est pas normal. Vous avez jugé mon mari comme étant manipulateur pervers narcissique. Mais peut-être que c'est moi la manipulatrice. Vous avez cru à tout ce que je dis, c'est-à-dire que vous n'êtes pas normal. Mais c'est normal de ne pas être normal parce que vous n'avez pas étudié la médecine. Vous ne connaissez pas la schizophrénie. Vous savez, le jour J où je vais vous faire un live sur la schizophrénie, vous n'allez plus croire au coach. Parce que vous allez comprendre que vous avez, durant toute votre vie, été manipulé par des gens qui ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Tant qu'il y a une maladie qui s'appelle la schizophrénie, tant qu'il y a des signes psychotiques, tant qu'il y a des délires, tu n'as pas le droit de partir chez un coach. Parce que les délires, je vais vous dire un truc. On va parler des délires mystiques. Les délires mystiques, c'est tout ce qui est en rapport avec la religion. C'est-à-dire, vous savez qu'au Maroc, il y a des gens qui croient qu'ils ont
un super pouvoir, ok? C'est-à-dire, quand il voit quelque chose la nuit, le lendemain, ça se réalise. Quand il voit... Bon, moi, j'ai pas d'explication à tout ça, hein. Je respecte tout le monde. J'ai pas d'explication pour répondre d'une façon sage. Voilà pourquoi je réponds pas. Mais j'aimerais vous dire que à chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il a un surpouvoir, qu'il a une force divine, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est est-ce que cette personne est schizophrène? Moi, personnellement, j'ai fait une bonne recherche de 3 ans sur les réseaux sociaux et durant ma vie et durant 6 ans de ma vie en direct. J'ai remarqué que 100% des gens qui ont un pouvoir, un surpouvoir, une capacité spirituelle, une force divine sont tous des criminels. Point à la ligne. انت موجه خطابك للفرنسيين وليس للمغاربه. مهمومه اخي مهمومه مهمومه هاد الدنيا مهمومه. طيبه 547 et vous appelez Ahmed. Ahmed ou la Taïba. Avec tous mes respects, monsieur Ahmed, je suis désolée. Hein. Alors, je vais lire vos commentaires parce que je vais devoir partir. J'ai trop aimé ce sujet et j'ai trop aimé mes abonnés. Le problème de transfert, il faut absolument analyser le PN avant de la déclarer. Ben oui, c'est très dangereux de dire à quelqu'un tu es PN. C'est très dangereux. Parce que c'est comme si tu l'accuses. C'est comme si un juge juge quelqu'un comme étant responsable du décès de quelqu'un sans preuve. C'est grave. C'est grave d'être pervers narcissique. Vous êtes catégorique et c'est ce qu'il faut dans ces cas. Oui, parce que on a peur de... Des fois, on veut traiter, on veut résoudre un problème et on tombe dans un autre problème. Le médecin doit garder ses sentiments pour lui. S'il ne se sent pas bien, le thérapeute en général, le coach, vous devez garder vos problèmes pour vous. Par exemple, j'ai vu une coach qui dit aux femmes, vous n'avez pas besoin d'hommes. Mais cette dame, vraiment, elle m'a rendu avec un esprit sportif. Je vais vous dire, je vais ouvrir mon cœur, je vais parler tranquillement. Ben, si vous voulez que je parle librement, donnez-moi le feu vert. Moi, je peux pas m'imaginer sans homme. Je parle pas du sexe ou trucs comme ça, mais l'homme, la présence de l'homme est très importante dans la vie d'une femme. Mais pourquoi la dame veut devenir un homme? Oui, si tu es obligé de le faire, oui, je suis d'accord avec vous. Tu vis toute seule, tu dois être homme dans certains détails. Mais on ne doit pas dire aux gens que les hommes n'existent pas et les gens sont pas des vrais hommes. Et puis, tu n'as pas besoin d'hommes pour être heureuse. Non, madame, non, je suis désolée. Je suis désolée, madame. Tu peux pas être heureuse sans homme. C'est mon avis, hein. Je respecte tous les avis. وخنأجل فحص طبيب على الحمل ولا ضروري نمشي. Je sais pas de quoi vous parlez madame Iman ولكن خصك تبعي مع الطبيب ديالك اللي قالها لك ديريها. Je sais pas compris. C'est trop juste, non c'est. Il faut être neutre, oui. سمحي لي لاله إيمان ربي لا ما سمحي لي. طراو لي المشاكل بالعربية داكشي علاش. Très bien, دير يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Wallah, j'ai vécu la même situation avec mon ex. D'accord. Pire encore, c'est le coach qui est peut-être schizophrène. Oui, on ne sait pas. On n'a pas de certificat. Parce que nous, pour avoir un cabinet, on passe par plusieurs épreuves. Fiche anthropométrique, beaucoup de choses. Si on n'est pas d'accord, tu ne pourras pas t'installer, ok? Continue en français, comme ça, les coachs ne comprendront rien. Le voyageur, vous m'avez tué. Wow. Bravo, chapeau, merci beaucoup. Les coachs vont tous au paradis. En fait, moi, j'ai rien contre les coachs, mais nous, on voit les catastrophes. Vous voulez faire de l'argent, vous êtes en train de manipuler pour... Écoutez, il faut appeler un chat un chat. Vous faites du marketing, ok. Vous êtes merveilleux en marketing. Marketing médical, si vous voulez. À votre façon, ok. Mais vous créez des problèmes. Pourquoi vous dites aux gens, arrêtez le traitement? Tu arrêtes le traitement d'un schizophrène, il peut tuer sa mère. On a vu plusieurs schizophrènes qui ont déjà tué leur mère. C'est-à-dire qu'un coach peut être responsable du décès d'un assassin. Mais pourquoi tout ça? Mais pourquoi?
Restez loin des médicaments parce que vous n'avez pas étudié les médicaments, les neuroleptiques, les psychotropes, les anxiolytiques, les antidépresseurs, beaucoup de choses, les thymorégulateurs. Vous n'avez pas étudié ça, donc vous devez ni l'arrêter, ni le prescrire. Vous n'avez pas le droit ni d'arrêter, ni de prescrire. Moi, je suis médecin généraliste, je n'ai pas le droit de demander à un schizophrène d'arrêter le traitement. C'est un crime. Ok? Alors, restons dans la contamination. Il y a plusieurs exemples de contamination. Je vais vous donner un autre. Un exemple merveilleux. Les coachs qui n'aiment pas leurs parents, les coachs qui ont des problèmes d'enfants intérieurs, les coachs qui avaient des parents toxiques. Je sais, je vous comprends, je sais que vous avez perduré, vous avez été obligé de tolérer des parents toxiques pendant très longtemps et vous avez enfin découvert que vous étiez programmé, que vous aviez des convictions vraiment très autodestructrices. Mais c'est vous qui avez vécu ça. D'accord? C'est vous qui avez ces problèmes. C'est vous qui avez ce type de parents. C'est vous qui avez cette... Peut-être qu'on vous a volé votre enfance. C'est vous qui avez vécu ça. Donc si vous n'êtes pas arrivé au stade de neutralité, si vous n'avez pas encore bien pardonné vos parents, ne contaminez pas les patients. Ne contaminez pas les patients par la douleur que vous avez toujours dans votre cœur et dans votre inconscient due à des parents toxiques. C'est-à-dire, ne soyez pas très rude en demandant, en conseillant vos clients d'arrêter tout lien avec leurs parents. Mais qui êtes-vous pour demander à quelqu'un d'arrêter tout type de lien avec ses parents? Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? D'où est-ce que vous avez eu ce droit de dire à quelqu'un? Voilà pourquoi je dis que c'est de la chirurgie émotionnelle. Tu opères, tu dois arrêter l'opération, tu dois compléter l'opération, tu dois finaliser, tu dois suturer. Mais ce que vous faites, c'est que vous faites l'incision, vous coupez, vous ouvrez la peau, vous examinez, vous êtes arrivé par exemple à la découverte d'un problème. Par exemple, vous avez trouvé une appendicite, une cholécystite, un problème. Vous l'avez enlevé peut-être, ou vous l'avez juste perforé, vous avez perforé un abcès. Et par la suite, vous croyez que vous avez tout résolu, que vous avez tout traité, que vous avez tout traité. Bonsoir docteur, bonsoir. D'accord? Voilà le coaching. Le coaching, c'est découvrir un problème. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Si on commence une opération, on doit la terminer. Est-ce que vous avez déjà vu un médecin qui est venu pour vous dire « Ah, vous avez une appendicite, c'est bon, on doit faire l'ablation, on doit enlever votre appendice. Très bien. Alors, préparez-moi s'il vous plaît le bloc opératoire, chant, tadadun, tadadun. » Il fait l'incision, il ouvre, il découvre, il expose, il explore et puis qu'est-ce qu'il fait? Il enlève l'appendice et il sort, il prend sa douche et il part. Il laisse le patient ouvert. Ça, c'est pas normal. C'est la même chose que ce que font les coachs et les thérapeutes et les gens qui ne sont pas médecins. Tu ouvres, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as laissé. Tu dis à quelqu'un, ta mère est perverse narcissique. On sait que sa mère est perverse narcissique. Mais le patient n'est pas prêt pour comprendre qu'est-ce qu'elle a. Alors, je vais vous donner juste une idée sur qu'est-ce qu'on va traiter dans le live prochain, Inch'Allah. Et je vais vous laisser parler, je vais vous laisser réfléchir. Si je découvre que mon patient a été victime de parents toxiques, je n'ai pas le droit de dire à mon patient « ta mère est toxique ». Je ne connais pas son histoire. Je n'ai pas encore examiné. C'est comme un juge qui n'a pas encore vu tous les documents. J'en sais rien sur sa vie. Je ne connais pas ses réactions. J'ai pas encore mesuré la pression. C'est comme un pneu, comme une roue. Je ne connais pas la pression qu'il a dans son petit cœur. Alors, si j'ai aucune idée sur la pression, j'aurai aucune idée sur l'explosion qui va faire suite à la découverte de tout ça. Est-ce que vous avez bien compris? Machallah, docteur, malheureusement. Ah, merci beaucoup, monsieur Sidi Mohamed. Alors, si j'ai pas encore mesuré la pression, je ne dois pas éclater quelque chose. Je vais vous dire un truc. Vous connaissez vous savez très bien que le lait un jour, j'ai pris une bouteille de l'huile d'olive et j'ai mis
un peu de d'ail, si vous voulez. Bon courage, docteur. Merci, Sidi Mohamed. Pourquoi tu n'étais pas bénévole aux provinces de House? Alors ça, c'est quelqu'un qui est très toxique. La seule solution des gens toxiques, c'est faire comme si on n'a rien vu. Alors, monsieur Jadot, est-ce que je peux avoir une idée sur votre profession? On va rire, hein? On a besoin de rire. Monsieur Jadot, votre profession, s'il vous plaît. Très intéressant ce que vous dites. Merci, Sidi. Lalla aussi. Alors, on veut tous savoir la profession de monsieur Jadot. Votre travail, votre profession, votre métier, monsieur Jadot. Si vous ne voulez pas répondre, vous dites non, je ne veux pas répondre. Vous avez tout le droit, hein. On n'est pas dans une... On n'est pas au commissariat. Alors Jadot, on attend s'il vous plaît votre réponse. C'est quoi votre profession? Il garde le silence. Il répond par le silence, c'est-à-dire que je suis imbécile. Sinon, il prépare tout un journal. C'est quoi votre profession, monsieur Jadot? Vous êtes quelqu'un de très intelligent, vous m'avez posé une bonne question, vous avez dit pourquoi vous n'êtes pas bénévole dans la province de House et tout. Vous avez le droit de poser cette question, mais moi j'ai le droit de savoir à qui je m'adresse. C'est quoi votre profession, monsieur Jadot? Il ne répond pas. Hein. C'est-à-dire que vous avez peur de moi. Je vais le provoquer. Vous avez peur de moi, Jadot? Il est en train de rire, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'a pas de profession. Très bien. Alors, quand quelqu'un te demande pourquoi tu n'as pas participé à quelque chose, ok, du bénévolat, rappelez-vous très bien de ça. Parce que moi, j'ai une bonne expérience avec tout type de gens. Les misérables, les manipulateurs, les pervers narcissiques, les idiots, les intelligents, les surdoués, les hypocrites. J'adore les hypocrites. Je connais toutes ces classes, hein, et je continue à juste une simple question. Oh, moi aussi, j'ai posé une simple question. C'est quoi votre profession? Zappez, s'il vous plaît, quand tu ne le... Voilà ce que j'aime pas. Quand les gens me disent zapper. Alors, le live est terminé par rapport à la toxicité, par rapport à la chirurgie émotionnelle, et comme quoi le thérapeute n'a pas le droit de contaminer les patients. D'accord? Le live est terminé. Je vous souhaite tout le bonheur. Alors là, je veux m'amuser avec un compte qui s'appelle Jadot qui a dit « Votre profession, monsieur Jadot, vous n'avez pas répondu. » C'est un menteur en plus. Voilà. J'aime bien ce type de gens. Ce sont des gens qui parasitent, ce sont des jaloux, des gens qui parasitent votre vie. On a tous vu dans notre vie, on a tous rencontré des gens comme ce monsieur. Alors, il a posé une question. Je lui ai dit, ok, je vais répondre, mais c'est quoi votre profession? Alors, pour répondre à quelqu'un, on doit absolument avoir une idée sur son niveau culturel. C'est important. C'est important. Une personne ignorante mérite tout le respect, ok? Tu m'attaques rapidement et tu ne connais pas. Non, j'ai dit, c'est quoi votre profession, monsieur? J'ai rien dit. Vous avez peur de dire votre profession, je sais pourquoi. Je connais très bien votre profession d'après votre façon d'écrire. D'accord? Ton état est grave. Wow. D'accord, on a commencé la manipulation. Très bien. Alors ça, c'est un manipulateur. On joue très bien avec le manipulateur. Je vais vous dire un truc. Pour bien calibrer le tir. Bonjour, Sidi Aziz. Alors, monsieur Jadot, j'aimerais vous dire un truc. Est-ce que je suis belle? Oui ou non? Alors là, on va appuyer sur un bouton qui s'appelle la manipulation. Parce que lui, il a commencé. Des jugements flottants. D'accord, monsieur Jadot. Monsieur Jadot, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que je suis belle? Est-ce que vous me trouvez belle d'après la photo que j'ai mise? Je suis belle, oui ou non? Oui. Merci, Sidi Aziz. Alors, monsieur Jadot, j'attends votre réponse. Bien sûr que tu es belle. Ça fait. Vous avez compris? Vous avez compris qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Jadot? Vous avez compris? Il a voulu attirer mon attention. Avec une grande bouche. Ah, c'est bien d'avoir une grande bouche. D'accord. Alors, ça, c'est quoi? Alors, je vais vous dire un truc. Au Maroc,
C'est un Marocain, hein, je suis sûre que c'est un Marocain. Alors, au Maroc, quand l'homme aime une femme, quand une femme attire son attention, il y a deux types d'hommes. Il y a les hommes et les omelettes, ok? Et il y a plusieurs classifications. Il y a les hommes qui ont de la confiance en soi. Il y a des hommes qui sont timides, qui n'ont pas cette audace. Des fois, on trouve des commentaires un peu rigolos, mais quand même, ce sont des gens qui sont audacieux, courageux, ok? Il y a une différence entre l'audace et le courage. Alors, Jadot, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Au lieu de me dire, docteur, je ne peux pas arrêter de vous mater parce que vous êtes très belle, très charmante, très attirante. Vous avez un regard magnifique. Vous avez des yeux qui parlent d'une façon non verbale, ok? Il est tombé sous le charme. Il peut pas. En plus, je parle un bon français et puis je suis très calme, très douce et très gentille ma communauté que j'aime. Et le discours est très très beau, très touchant. Donc il est tombé sous mon charme. D'accord? Et au lieu de me dire, docteur, je suis sûre que je vais vous voir dans mes rêves ce soir. Ok? Au lieu de dire ça, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a critiqué. Pourquoi? Pour me provoquer, pour attirer mon attention. Ça, c'est un jeu très, très, très ancien. Ok? Taquiner. Pourquoi? Pour se créer une place dans ma tête. C'est sa seule façon de créer une place dans ma tête. D'accord? Alors, Monsieur Jadot, je vais vous donner un cadeau, ok? Un cadeau, je vais vous montrer comment attirer l'attention d'une femme. Premièrement, pour attirer l'attention d'une femme, il faut avoir le même niveau culturel que cette femme. D'accord? Si vous n'avez pas le même niveau culturel que moi, vous ne pourrez jamais attirer mon attention, sauf si vous avez un niveau plus intéressant que le mien. Ça, je vais tomber vraiment sous votre charme. D'accord? Voilà, c'est ce que je disais, les gars, voilà. Vous parlez de moi, je suis malade. Si j'étais dans la gueule du loup, je suis plus que toi. Ben, ça rassure quand même. C'est-à-dire, vous faites quoi? Je suis médecin généraliste. Vous faites quoi? Vous êtes un spécialiste? Ben, si vous êtes un spécialiste, je vais tomber sous votre charme. Hein. Est-ce que vous êtes un médecin spécialiste? Je vais tomber sous votre charme si vous êtes un médecin spécialiste. Alors, permettez-moi de connaître votre spécialité. Je suis un cadre. Un cadre de quoi? Vous êtes facilement manipulable. Vous êtes facile. Neuropsy. Vous êtes trop facile, hein. J'aime pas les faciles. Hein. Rapidement, il a commencé à dévoiler, à avouer. Mais on ne partage pas notre vie. Voilà. Dites, je ne peux pas répondre. Bah, toutes mes salutations à tous les cadres. Moi, j'attire... Carte de porte en bois. Ouh. Je vous aime, je vous adore, vous êtes adorables, on a bien joué, on a bien rigolé. Monsieur Jadot, on est juste là pour partager notre petite et modeste expérience dans le domaine de la médecine générale, 5 étoiles, dans le domaine de l'addiction, tabaco. Je travaille avec les jeunes, j'empiète pas sur les spécialités. Et j'aimerais passer une petite salutation à tous les psychiatres qui travaillent avec moi. Quand je leur oriente mes patients, on ne peut pas avancer sans psychiatre, ok? On ne peut pas avancer sans senior, sans médecin en psychiatrie, sans professeur en médecine. Hein. J'aimerais saluer tous les médecins et tous les professionnels de la santé qui ont participé à ma formation. Cadre de poing. Aïe, aïe, aïe. على نيفو ايوا بصحتكم بسلامة الله يحفظك ليا قر ولا ما قرش اف في غوا تاع اسكت تاع كتبكي